Bonjour à tous, merci d'être présents à ce nouveau webinaire organisé par le cabinet Voxius Avocat. Je m'appelle Florian Carrière. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de l'accord de performance collective. Pour ceux qui nous suivraient pour la première fois, nous organisons régulièrement dans l'année des webinars, soit des webinars thématiques comme aujourd'hui, soit des webinars sur l'actualité sociale. Donc, si vous souhaitez être informé des formations que nous proposons, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter Vox News. Vous avez normalement un onglet pour vous abonner dans la barre qui doit figurer sur le bas de votre écran. C'est une newsletter qui paraît tous les 15 jours. Le prochain numéro est d'ailleurs demain et qui, au-delà de l'actualité sociale, vous informe des actualités, des événements du cabinet. D'ailleurs, le prochain webinar aura pour terme l'UES, une mise en place intelligente de la représentation du personnel sur cette plateforme Webikeo et qui sera animé par mon associé Steven Théalier. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'accord de performance collective. L'accord de performance collective, c'est le fruit d'une longue maturation législative dans le sens où il y a eu précédemment d'autres outils juridiques qui obéissaient à peu près à la même idée, c'est-à-dire par accord collectif de pouvoir venir neutraliser les stipulations du contrat de travail qui seraient incompatibles avec l'accord. Alors, on a connu en 2015 l'accord de maintien dans l'emploi, on a connu en 2013 l'accord de mobilité interne qui, lui, était concentré sur la possibilité, par accord collectif, de définir notamment une zone géographique au sein de laquelle des mobilités pouvaient être imposées aux collaborateurs, y compris en l'absence de clause de mobilité dans le contrat, et qui permettait, en cas de refus, d'avoir un motif sui generis de licenciement. Et on va voir, c'est quand même assez proche de ce que prévoit aujourd'hui l'APC. En 2016, on a eu l'accord de préservation ou de développement de l'emploi. Et enfin, les ordonnances dites Macron du 22 septembre 2017 ont créé l'APC. L'APC a remplacé tous les précédents instruments juridiques. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez plus signer d'accord de maintien dans l'emploi, d'accord de mobilité interne ou encore d'accord de préservation ou de développement de l'emploi. Et l'objectif assumé des ordonnances sur ce point-là était de permettre aux entreprises d'anticiper et de s'adapter rapidement aux évolutions du marché, aux évolutions à la hausse ou à la baisse, par le biais d'accords simplifiés dans 3 domaines limitativement énumérés. On y reviendra dans quelques instants, que sont la durée du travail, la rémunération et la mobilité. Et mobilité, on entend mobilité professionnelle ou mobilité géographique. Alors, l'APC, c'est un dispositif qui va pouvoir être utilisé dans des situations très variées et pas uniquement en présence de difficultés économiques. Mais il n'en reste pas moins que souvent, l'APC fait partie des outils qui sont étudiés lorsque l'on a un projet de réorganisation. Aux côtés donc d'autres outils comme le PSE, la RCC ou encore l'activité partielle. Donc, à titre de propos introductifs, j'ai considéré que ça pouvait faire sens de comparer l'APC avec ces différents outils, de sorte que si parmi vous aujourd'hui, il y en a qui hésitent dans la mise en place d'un de ces 4 outils, que l'on puisse très rapidement et très simplement voir les grandes différences en termes d'état d'esprit. Si on compare tout d'abord l'APC avec un plan de sauvegarde de l'emploi, ou plus généralement avec un projet de licenciement économique, on a 2 différences fondamentales. La première, c'est que l'accord de performance collective ne nécessite pas la justification d'un motif économique. Vous pourriez aller très bien, n'avoir aucun problème économique et recourir à l'APC. Là où, bien évidemment, des licenciements économiques supposent la démonstration d'un élément causal, donc par exemple de difficultés économiques. Et puis le deuxième élément différenciant majeur, c'est que vous n'allez pas recourir à l'APC pour licencier des personnes. Si votre idée est de dire « je vais signer un APC
sur, par exemple, une baisse de la rémunération, parce que j'anticipe qu'il y aura des refus et que je vais pouvoir les licencier, vous n'êtes pas sur la bonne logique. L'APC ne sert pas à supprimer des emplois. Ça peut être, on le verra, une conséquence de l'APC, mais ça ne doit pas être l'objectif de l'accord de performance collective. Là où le PSE sert bien évidemment à supprimer des emplois. La rupture conventionnelle collective, elle a un élément similaire à l'APC, c'est qu'elle ne nécessite pas la justification d'un motif économique. Néanmoins, la rupture conventionnelle collective vise également à supprimer des emplois. C'est tout l'objet de la RCC. Certes, sur la base du volontariat, à la différence des suppressions d'emplois contraintes dans le cadre d'un licenciement économique, mais on est toujours sur cette logique de suppression d'emplois. Et enfin, l'APLD, de manière plus générale, les activités partielles, APLD c'est l'activité partielle longue durée, va avoir cet élément commun de permettre d'adapter temporairement la durée du travail des salariés à l'activité de l'entreprise, tout en bénéficiant d'un soutien de l'État par le versement d'une allocation d'activité partielle. Mais si l'APLD va pouvoir permettre de modifier à la baisse la durée du travail, c'est un dispositif qui nécessite également d'être justifié par des motifs limitativement énumérés dans la loi et sous une validation de l'administration. Donc au final, si vous voulez supprimer des emplois, vous n'irez pas sur l'APC. Vous irez sur le PSE ou la RCC en fonction de est-ce que j'ai un motif économique, est-ce que je veux être sur des départs volontaires ou pas. Si votre objectif n'est que de modifier le contrat de travail, la discussion finalement va se faire uniquement entre l'APLD et l'APC. Mais l'APLD est véritablement utilisable dans des cas très précis et généralement sur des périodes assez courtes, puisque vous n'aurez pas une autorisation de l'administration ad vitam aeternam. Là où on le verra, l'APC, lui, peut en réalité être envisagé sur un temps long, parce que ça peut même être un accord à durée indéterminée. Alors, une fois qu'on a vu les différences avec ces trois autres outils, quelques statistiques du ministère du Travail qui montrent que l'APC a rencontré son public, à la différence des outils qui existaient avant les ordonnances de septembre 2017. Parce que pourquoi a-t-on eu, avant septembre 2017, une succession d'outils juridiques qui étaient à peu près similaires dans leur état d'esprit? C'est que, en réalité, quasiment aucun n'avait rencontré un franc succès. Alors que les APC, on constate qu'il y a quand même un volume de signatures d'APC qui est significatif. Alors, quand vous voyez sur cet histogramme avant la crise et pendant la crise, il faut entendre avant et pendant la crise sanitaire. C'est une étude de la DARES qui est déjà un petit peu datée, puisque bon, crise sanitaire, ça fait déjà 5 ans, mais qui montre, et c'est très intéressant, que pendant la crise du Covid-19, les entreprises se sont saisies des accords de performance collective pour adapter majoritairement la durée du travail à leur volume d'activité. Et si on va un peu plus dans le détail de cette étude, il y a 4 éléments qui me paraissent intéressants à mettre en exergue. Premier élément, c'est que les accords évoquent majoritairement des difficultés économiques, ce qui n'est pas illogique. Certes, juridiquement, vous pouvez signer un APC même si vous n'avez pas de difficultés économiques. Maintenant, l'APC, on va le voir dans quelques slides, on le négocie. Ça ne peut pas être mis en place par document unilatéral. Donc, pour obtenir l'accord des syndicats, des élus ou des salariés mandatés, sur un système qui va quand même avoir un effet majeur, puisque ça va neutraliser les clauses incompatibles du contrat de travail et potentiellement ouvrir la voie à des licenciements pour les salariés qui refuseraient, ça suppose soit d'avoir des concessions importantes à faire, soit de justifier que c'est un peu l'outil de dernier recours avant des suppressions d'emplois contraintes. D'où la logique d'avoir régulièrement des APC qui évoquent des difficultés économiques. Ensuite, on s'aperçoit qu'il y a la moitié des APC qui sont signés par des délégués syndicaux, c'est-à-dire par des entreprises qui ont une certaine maturité au niveau du dialogue social, au sens où elles ont des organisations syndicales représentatives. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans ce chiffre, c'est que ça veut dire qu'il y a 49% des APC, donc une part plus que significative,
qui sont conclus avec des partenaires qui ne sont pas des délégués syndicaux. Et donc, c'est là où on voit que l'APC peut véritablement concerner tout type d'entreprise, tout secteur d'activité bien sûr, mais également toute taille. Une entreprise de 10, 15 salariés, même moins de 10 dans l'absolu, peut parfaitement recourir à l'APC. Et statistiquement, ça correspond à la moyenne, à la moitié des accords qui sont signés. On voit ensuite que ce sont des accords majoritairement à durée déterminée, même si on le verra par la suite, ça peut également être à durée indéterminée. Et enfin, parmi les 3 thèmes qui peuvent être évoqués dans l'APC, on voit que la durée du travail est le thème majoritaire, et ensuite on a la rémunération, et enfin les APC sur les questions de mobilité. Alors une fois qu'on a vu ces statistiques, commençons à rentrer dans le cœur du réacteur avec les conditions de recours à l'APC et les leviers actionnables. Vous pouvez recourir à l'APC dès lors que vous justifiez d'un des 2 motifs légaux suivants. Soit vous signez votre APC pour répondre à des nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, soit vous signez l'APC pour préserver ou développer l'emploi. Donc on voit qu'on a 2 motifs qui sont en réalité très généraux. Préserver ou développer l'emploi, on comprend qu'on va certainement être sur des difficultés économiques. Par contre, répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, on peut faire rentrer plein de situations dans ce motif-là. Par exemple, sous couvert de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, on peut tout à fait prévoir un APC qui viendrait redéployer du personnel d'un site de production à un autre. On peut tout à fait prévoir un APC qui viendrait rationaliser la gestion du personnel, par exemple pour harmoniser des systèmes de rémunération. On a pas mal de clients qui, ces dernières années, ont utilisé l'APC pour harmoniser les contrats de travail, notamment dans les entreprises, dans les groupes de sociétés où on va avoir des logiques de croissance par acquisition, et du coup, on va se retrouver avec plusieurs entités juridiques qui parfois font l'objet ensuite de fusion-absorption, et donc, de par l'historique des salariés qui ont des matrices de contrats différentes, mais surtout qui vont avoir dans leur contrat des avantages différents, eh bien, dès lors que c'est quand même très compliqué de venir modifier en one-to-one par avenant au contrat de travail ces stipulations-là, eh bien, l'APC peut permettre de venir uniformiser le tout. Et on est dans une logique de rationalisation de la gestion du personnel. Je vous donnerai dans quelques instants d'autres exemples. Et ces motifs-là que vous avez en surligné, ce sont des exemples qui en plus ont été donnés par le ministère du Travail dans un question-réponse. Donc le ministère du Travail a validé que l'on pouvait utiliser l'APC pour harmoniser la gestion du personnel, entre autres. Donc vous avez 2 motifs de recours très vagues qui permettent de faire rentrer beaucoup de choses dedans. Et derrière, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans cet accord? Eh bien, vous allez pouvoir prévoir dans votre accord collectif d'aménager soit la durée du travail, soit la rémunération, soit la mobilité. Alors, la durée du travail, par exemple, vous pourriez prévoir dans l'APC une augmentation de la durée du travail des collaborateurs. Ou à l'inverse, une diminution de la durée du travail, qui du coup va s'imposer aux salariés quelle que soit la durée qui a été mentionnée dans le contrat. Vous pouvez prévoir une modification de la répartition du temps de travail. On peut prévoir la mise en place d'un système de forfait jour. On peut prévoir de revenir sur le système d'attribution des jours de repos, des jours fériés, des jours de pont, etc., etc. On a une entreprise qui l'a utilisé. Il y avait des contrats qui prévoyaient des jours de pont automatiques au bénéfice des salariés. Et bien, par accord de performance collective, ça a été supprimé. Bon. Donc, vous avez toutes ces solutions possibles sur la durée du travail. Sur la rémunération, vous pouvez aménager la rémunération dès lors que vous respectez le SMIC et les minima hiérarchiques, c'est-à-dire les minima conventionnels. Donc, on peut prévoir une réduction de la rémunération. Souvent, ce que l'on voit dans les entreprises qui ont des problématiques de durée du travail, c'est que l'on va prévoir, pendant un temps donné, une augmentation de la durée du travail, mais sans augmentation corrélative de la rémunération. Donc, en fait, on est sur un APC qui joue sur 2 facteurs. On augmente la durée, mais on n'augmente pas concomitamment la rémunération. On peut aussi utiliser l'APC pour modifier la structure des rémunérations ou des règles d'acquisition d'un bonus.
Un exemple, on a un client qui peut-être est parmi vous aujourd'hui, qui avait pour projet, alors au final, ils n'ont pas utilisé, ils ont décidé de pas d'utiliser l'APC, mais ça faisait partie des pistes de réflexion. Ils avaient une volumétrie de plusieurs centaines de collaborateurs avec des systèmes de rémunération variable qui étaient prévus dans les contrats, mais un système de rémunération variable qui était un peu désuet, et les syndicats eux-mêmes demandaient à ce que l'on mette un terme à ce système de rémunération variable et que l'on intègre en fait dans le salaire de base des collaborateurs la moyenne des bonus qu'ils avaient perçus au cours des précédentes années. Bon, la direction était d'accord avec ça, sauf que le problème, c'est que quand vous avez autant de collaborateurs concernés, bon, peut-être qu'une écrasante majorité va se dire un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ok, j'ai pas eu 100% de ma rémunération variable sur les 3 dernières années, donc je vais avoir peut-être 70% qui va être réintégré dans mon salaire de base, mais bon, au moins je suis sûr de l'avoir, alors que si on conserve le système du bonus, je ne sais pas quel sera mon taux de réalisation des objectifs sur les années futures, mais il y en avait certainement qui allaient se dire, ah bah oui, mais moi, sur les 3 dernières années, l'activité a fait que j'ai pas bien performé, mais je sais que je vais pouvoir performer à l'avenir. Peut-être que le marché n'était pas en très bonne position. Donc, on allait avoir des refus. Et si vous passez en négociation individuelle, bon, bah, le salarié qui refuse, il conserve son bonus, et on aurait dû mettre en place un système à 2 vitesses. Les collaborateurs qui acceptent, on intègre la moyenne du bonus dans leur rémunération fixe. Ceux qui refusent, on maintient le système. Bon, tout cela est très compliqué. Eh bien, avec un accord de performance collective, on peut tout à fait prévoir dans l'accord que le bonus est supprimé et intégrer la moyenne de la rémunération variable des 3 dernières années, par exemple, dans le salaire de base. Et au moins, ça s'applique à tout le monde. Les salariés qui refusent seront licenciés, mais je n'ai pas ce système à 2 vitesses qui devrait à ce moment-là s'appliquer dans l'entreprise. Donc voilà un exemple d'utilisation de l'APC. Ou enfin, je vous le disais, troisième levier, c'est la mobilité, où on peut tout à fait prévoir, comme l'accord de mobilité interne de 2013 le permettait, une zone géographique au sein de laquelle des mobilités de salariés vont pouvoir être imposées, même si on est en dehors de ce que la jurisprudence qualifie de secteur géographique ou qu'il n'y a pas de clause de mobilité dans les contrats de travail des salariés. Alors, souvent, la question qui nous est posée, c'est est-ce que l'accord peut aller au-delà de ces 3 leviers, c'est-à-dire aborder d'autres items que la durée du travail, la rémunération ou la mobilité? Les textes semblent dire que c'est limitatif. À ma connaissance, il n'y a pas de jurisprudence claire sur la conséquence d'évoquer d'autres thèmes dans l'APC. On peut envisager 2 conséquences. La première, ça serait de dire tout ce qui est hors durée du travail, rémunération et mobilité ne bénéficie pas du régime juridique de l'APC, c'est-à-dire ce sont des items qui ne pourront pas s'imposer au contrat de travail des collaborateurs. Ou la deuxième possibilité, c'est de dire à partir du moment où vous êtes allé au-delà de ce que l'APC prévoyait, en fait, c'est tout votre accord qui est requalifiable en accord collectif de droit commun. Et donc, finalement, même les items de durée, rémunération et mobilité ne pourraient plus s'imposer aux collaborateurs. Ma position est de dire que dans le flou qu'il y a aujourd'hui sur cette question, il ne faut pas prendre de risques et donc de limiter l'APC aux 3 items qui sont prévus par la loi et pour lesquels on est certain du régime juridique. Donc, ne faites des APC que sur les 3 items prévus par la loi. À noter également qu'il y a des cas pour lesquels l'APC est strictement interdit. Vous ne pouvez pas utiliser l'APC pour organiser la fermeture définitive d'un site ou d'un établissement qui impliquerait le départ de tous les salariés concernés. De manière générale, mais ça rejoint ce qu'on se disait en introduction, l'APC ne peut pas être utilisée si l'objectif, c'est de licencier des personnes et donc d'éluder les dispositions en matière de licenciement économique. C'est pour ça qu'au départ, j'évoquais le PSE et la RCC, si c'est ça votre objectif. Et enfin, l'APC n'est pas utilisable pour les CDD. Donc, un salarié en CDD qui refuserait l'application de l'APC ne pourrait pas se voir licencié pour ce motif-là.
Alors, les effets de l'APC, on a déjà un petit peu parlé. Une fois que vous avez négocié votre APC, mettons, j'ai négocié un accord de performance collective sur la question de l'augmentation de la durée du travail pour tous les collaborateurs. Je négocie mon APC, il est signé, je respecte les formalités de dépôt, très bien. Je vais ensuite informer les collaborateurs de l'existence de cet APC. On reviendra dans un instant sur les détails précis de la procédure à respecter. Et donc, au bout de ce formalisme, je vais demander au salarié son accord, en tout cas de se positionner. Soit le salarié est d'accord pour que l'APC s'applique à lui. Et donc de dire, moi, peut-être que dans mon contrat, il est prévu une durée du travail de 36 heures, mais la durée du travail va être fixée à 39 heures parce que c'est ce que l'APC prévoit. Dans ce cas-là, l'APC se substitue de plein droit automatiquement aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail. Vous n'avez même pas besoin de faire signer un avenant au collaborateur. Par contre, s'il refuse, dans ce cas-là, vous avez la possibilité d'engager une procédure de licenciement à l'encontre de ce salarié, dès lors qu'il n'est pas en CDD, et ça va être un motif dit sui generis de licenciement. C'est-à-dire que le motif du licenciement, c'est le refus de l'APC, et ça constitue ce que l'on appelle une cause réelle et sérieuse de licenciement. Donc concrètement, vous allez convoquer un entretien préalable, vous allez respecter le délai de 5 jours ouvrables, vous allez ensuite, dans les 2 jours suivant l'entretien préalable, enfin 2 jours minimum, lui notifier sa lettre de licenciement, le préavis s'applique, l'indemnité de licenciement est due, on est sur une cause réelle et sérieuse. Et ce que la loi vous oblige, c'est au minimum d'abonder le compte personnel de formation du salarié à hauteur de 3 000 €. Mais souvent, dans les APC, on va prévoir des dispositifs d'accompagnement des salariés qui ont refusé un peu plus importants. Mais en tout cas, le minimum légal, c'est le licenciement est traité comme une cause réelle et sérieuse, préavis, indemnité de licenciement et application de l'abondement de 3 000 € du CPF du collaborateur. Les grands avantages de l'APC, donc, sont tout d'abord que je n'aurai jamais à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi. Si je reprends l'exemple de mon client qui envisageait de faire des modifications individuelles du contrat de travail. Vous connaissez parfaitement la jurisprudence sur le fait que si j'ai au moins 10 refus de modification du contrat de travail de salarié, j'ai l'obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi. Mais tout l'intérêt de l'APC, c'est que les dispositions sur le licenciement économique ne s'appliquent pas. Donc, vous négociez votre APC, vous proposez la modification du contrat de travail à même 300 collaborateurs, vous avez 200 refus, je ne mettrai pas en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi. Je licencierai les personnes sur la base du motif sui generis de licenciement prévu par les textes pour le refus de l'APC. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. Pas de plan de sauvegarde de l'emploi à mettre en place pour les salariés qui refuseraient, quelle que soit la volumétrie de ses collaborateurs. De la même manière, pas de recherche de reclassement, puisque les dispositions sur le licenciement économique ne s'appliquent pas à l'APC. Une fois que j'ai reçu le refus de mon salarié de se voir appliquer l'APC, j'engage la procédure de licenciement sans recherche de reclassement préalable. Et enfin, je n'ai pas de validation de l'administration. À la différence d'un PSE ou d'une rupture conventionnelle collective, l'APC ne nécessite aucune validation préalable de l'administration. Il y a évidemment une seule exception, mais ce n'est pas au moment de la validation de l'APC, c'est au moment du licenciement. Si dans le lot des salariés qui ont refusé et qui sont visés par une procédure de licenciement sui generis, il y a des salariés protégés, là, vous avez bien évidemment, comme toujours pour un salarié protégé, l'obligation de solliciter au préalable une autorisation de licenciement de la part de l'inspection du travail. Alors, concrètement, comment on négocie l'APC? L'accord peut être négocié au niveau de l'entreprise, d'un établissement ou au niveau du groupe. Donc, vous avez déjà ces 3 niveaux de négociation qui sont possibles. Si vous êtes dans une entreprise avec des délégués syndicaux, dans ce cas-là, vous allez négocier l'accord avec vos DS. Et donc, soit l'accord va être signé de façon majoritaire, et il est valable dès sa signature,
soit vous avez moins de 50% des suffrages exprimés à l'occasion du premier tour des dernières élections, mais vous avez au moins plus de 30% parmi les délégués syndicaux signataires. Dans ce cas-là, si mes délégués syndicaux signataires représentent plus de 30% des suffrages exprimés, mais moins de 50%, vous aurez l'obligation de le faire valider par référendum d'entreprise. Bon, ça, c'est l'hypothèse, vous avez des délégués syndicaux. Si vous n'en avez pas, dans ce cas-là, le process va dépendre, comme pour n'importe quel accord collectif, hein, ce que je vous dis là s'applique à tous les accords collectifs, vous seriez sur un accord durée du travail, c'est pareil, le process va dépendre des effectifs de l'entreprise. Si je pars du plus bas, vous êtes une entreprise de moins de 11 salariés ou entre 11 et 20, mais sans CSE. Dans ce cas-là, vous rédigez vous-même comme un grand votre accord collectif, vous le soumettez directement à référendum auprès des salariés, et s'il est approuvé à la majorité des 2/3, l'accord est valide. Donc vraiment, pour les entreprises de moins de 11 ou entre 11 et 20 sans CSE, c'est quelque chose de ultra simple. Pour les entreprises qui sont entre 11 à 49 salariés avec un CSE, dans ce cas-là, vous allez pouvoir négocier votre accord, soit avec les élus titulaires au CSE, mandatés ou non mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche, soit, à défaut, par un salarié qui ne serait potentiellement pas élu au CSE, mais qui aurait été mandaté par un syndicat représentatif au niveau de la branche. Donc il y a plusieurs possibilités et vous pouvez en choisir l'une ou l'autre. Et enfin, si vous êtes dans une entreprise de plus de 50 salariés sans délégué syndical, là, vous n'avez plus cette possibilité de choix. C'est-à-dire que prioritairement, vous devez donner la possibilité aux salariés d'être mandatés. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous récupérez l'adresse des syndicats représentatifs au niveau de votre branche, vous leur envoyez un courrier pour leur dire bah, « Coucou, c'est moi que voilà, je suis telle entreprise, dans tel secteur d'activité, tel effectif, j'ai un projet d'ouverture de négociation d'un APC, merci de m'indiquer dans le délai d'un mois si vous souhaitez mandater un salarié. » On laisse passer ce délai incompressible d'un mois. Au bout d'un mois, on retourne voir nos salariés, donc nos élus, et on leur demande est-ce que vous avez accepté, parce qu'ils ne sont pas obligés d'accepter le mandat, un mandat d'un syndicat représentatif au niveau de la branche. Si la réponse est oui, eh ben on va négocier avec les salariés qui ont eu le mandat. Si la réponse est non, vous pouvez négocier avec vos élus titulaires du CSE qui n'ont pas eu de mandat. Voilà, donc un process très clair en fonction de l'effectif de l'entreprise. À noter également que dans les entreprises de plus de 50 salariés, il est vivement encouragé de prévoir également une consultation spécifique du CSE sur cet APC au titre de la compétence générale du CSE, c'est-à-dire que depuis quelques années, vous n'avez certes plus l'obligation de consulter le CSE sur les projets d'accord collectif, néanmoins un APC, à mon sens en tout cas, de par les thématiques qui sont abordées, de par le fait que le refus de l'APC peut entraîner des licenciements, rentre dans la compétence générale du CSE et donc nécessite sa consultation. Et d'ailleurs, le Code du travail prévoit que dans l'hypothèse où vous avez des délégués syndicaux et que vous engagez une négociation avec les délégués syndicaux, le CSE, lui, a la possibilité, à l'occasion d'une délibération en réunion, de demander la désignation d'un expert comptable qui va préparer la négociation de l'APC avec les syndicats. Donc il y a aussi cette faculté de désignation d'un expert comptable qui est prévue par les textes dans l'hypothèse où vous engagez une négociation avec les délégués syndicaux dans l'entreprise. Et donc, une fois que vous avez signé l'accord, selon l'une de ces moutures, il y a un délai de 2 mois qui s'ouvre pour une éventuelle contestation de l'accord devant le tribunal judiciaire. Pareil, là, il n'y a rien de propre à l'APC, c'est le cas de tous les accords collectifs. Et vous n'êtes pas obligé d'attendre d'ailleurs la fin du délai de 2 mois pour mettre en application l'accord. Voilà pour les modalités de conclusion de l'accord. Si on rentre maintenant dans le contenu de l'accord, le contenu obligatoire, il a été extrêmement allégé. C'est-à-dire que la seule clause obligatoire de l'accord collectif, c'est quand même pas banal, pour l'APC, c'est le préambule. On vous dit, il faut un préambule qui va venir définir les objectifs de l'accord. Donc, comme c'est le seul item obligatoire,
il va falloir rédiger le préambule maintenant aux petits oignons en expliquant pourquoi on a recours à l'APC. Surtout si on n'est pas sur des difficultés économiques, et donc venir expliquer le projet qui justifie le recours à cet instrument juridique. Le Code du travail, ensuite, vous liste les clauses facultatives. On vous dit prévoir potentiellement les modalités d'information des salariés sur l'application de l'accord et son suivi. Prévoir les conditions dans lesquelles fournissent un effort proportionné à ceux demandés aux salariés, les dirigeants, salariés, les mandataires sociaux, les actionnaires. Donc, par exemple, ça va être, nous, en contrepartie, on s'engage à baisser nos rémunérations, à baisser tel ou tel avantage, etc., etc. Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés, et les modalités d'accompagnement des salariés et l'abondement du CPF. Sachant que sur l'abondement du CPF, même si vous ne prévoyez rien, je le disais tout à l'heure, au minimum, il y a un abondement de 3 000 €. Donc, on a ces clauses facultatives-là qui ne sont pas limitatives, pour envisager plein d'autres clauses dans l'APC. Et puis, il y a la question de la durée. Est-ce qu'on part sur une durée déterminée ou indéterminée, sachant que si vous ne précisez rien dans l'accord, par défaut, ça sera un accord à durée déterminée de 5 ans. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, quels sont nos conseils de rédaction en termes de squelette de l'accord? Nous, on vous conseille de prévoir, évidemment, le préambule, d'introduire un article sur le champ d'application. Qui sont les salariés qui vont être concernés par l'APC? Est-ce que c'est tous les salariés? Est-ce que c'est une catégorie spécifique d'entre eux? Est-ce que c'est uniquement un ou plusieurs établissements de l'entreprise? Donc, tout cela doit être précisé dans l'accord. Ensuite, d'avoir un article sur les modalités d'aménagement, où là, on va dire concrètement qu'est-ce qu'on aménage, à quoi sert l'APC. Est-ce que c'est pour baisser la durée du travail, baisser la rémunération, introduire un système de mobilité professionnelle ou géographique? Donc là, c'est vraiment l'article qui va expliquer l'objet de l'APC et son impact sur les contrats de travail. Ensuite, vous allez avoir un article sur les éventuels efforts proportionnés des dirigeants salariés et des actionnaires, ou également, ce que l'on peut trouver à cet endroit-là, c'est des engagements en matière d'emploi. Il n'est pas rare que dans les APC, il soit prévu qu'en contrepartie de l'APC, la société s'engage à ne pas engager de procédure de licenciement pour motif économique pendant une durée limitée. C'est quelque chose de tout à fait fréquent dans les APC. Ensuite, un article sur les conditions d'information, où vous allez décrire la procédure applicable pour informer les salariés de la signature de l'APC et des conséquences sur le contrat de travail. Ça, c'est l'article 6, donc de dire aux salariés, si vous acceptez l'APC, en tout cas si vous ne vous y opposez pas, il va s'appliquer automatiquement à votre contrat de travail. Un article 7 sur les conséquences du refus, où là, à l'inverse, on va expliquer quelles sont les conséquences d'un refus du salarié en termes d'engagement d'une procédure de licenciement, d'abondement du CPF, de bénéfice des indemnités de rupture. Et là, ce qui peut parfaitement être négocié, c'est de prévoir le versement d'une indemnité supralégale aux salariés qui refuserait l'application de l'APC. On prévoit aussi généralement un article sur les conséquences sur le statut collectif, donc d'expliquer que si j'ai d'autres accords collectifs contraires, que l'APC s'impose aux accords collectifs contraires et au contrat de travail, de prévoir une clause sur le suivi de l'accord. Et alors, ce qui se fait aussi beaucoup, notamment quand on est sur des APC à durée indéterminée, c'est de prévoir ce qu'on appelle des clauses de retour à meilleure fortune. De dire, on demande tel engagement aux salariés, et plutôt que de mettre une durée limitée, alors que l'on ne sait pas dans combien de temps la situation de l'entreprise permettra de ne plus demander ces efforts aux collaborateurs, on va prévoir cette clause de retour à meilleure fortune. Ça peut par exemple être de dire, le jour où l'EBITDA de l'entreprise reviendra à tel niveau, on réunira les partenaires sociaux pour discuter de la fin de l'APC ou de sa modification. On peut envisager plein d'indicateurs, bien évidemment. Et puis après, vous avez les conditions classiques sur l'entrée en vigueur, les formalités de dépôt, etc. Donc voilà le squelette que l'on vous propose pour le contenu d'un APC.
Sachant que une fois que vous avez négocié cet APC, donc je vous le disais précédemment, vous devez informer les salariés de son existence par tout moyen conférant date certaine. Donc ça peut être une lettre recommandée avec accusé de réception par exemple, où vous allez les informer de l'existence, du contenu de l'accord et du droit pour chacun d'eux d'accepter ou de refuser son application. Donc ça suppose de mettre par exemple l'accord en annexe et un courrier d'accompagnement qui explique le process en reprenant ce que vous aurez déjà indiqué dans l'APC. Dans ce courrier, vous allez dire aux salariés, vous avez un délai d'1 mois pour accepter ou refuser la modification de votre contrat de travail, sachant que votre silence à l'issue de ce délai vaut acceptation. Donc le salarié qui ne répond pas est présumé avoir accepté. Et en cas de refus, vous aurez la possibilité d'engager une procédure de licenciement dans un délai, attention, qui est un délai de 2 mois à compter de la notification par le salarié de son refus. Donc il y a un délai qui est quand même restreint où vous allez pouvoir engager cette procédure de licenciement. Et comme je vous le disais précédemment, de façon très simple, c'est la procédure de licenciement pour motif personnel, convocation, entretien préalable, notification du licenciement. Et comme pour toute rupture de contrat, le salarié a la possibilité de la contester au prud'homme dans un délai de 12 mois. On vous a mis ensuite, pour vous donner des idées, des exemples d'APC qui ont été signés par des entreprises et qui ont fait l'objet d'une publicité. Alors vous avez par exemple l'APC qui avait été signé par PSA, qui prévoyait une hausse de la durée du travail des salariés sans majoration pour heures supplémentaires. Donc tout l'intérêt de l'APC PSA, c'était de suspendre la bonification des heures supplémentaires effectuées entre 35 et 37h45. Vous avez l'APC qui avait été signé par l'hôtel du Parc Monceau, qui prévoyait une modification de la durée et des rythmes de travail, la suspension de certaines primes et également des mesures de mobilité professionnelle. Donc eux, ils avaient fait un package total. L'APC traitait à la fois de la durée du travail, du gel de primes et de mobilité professionnelle. Ce qui montre bien qu'on peut cumuler les 3 items. Vous avez l'APC de l'UES REP Bamatex qui prévoyait le gel du 13e mois d'une prime d'ancienneté pendant une durée limitée. Et puis, on peut également citer l'APC de CDC Habitat ou de Transdev, qui avait pour point commun, eux, de ne pas être du tout dans une logique de difficulté économique ou de réduction de la rémunération, mais tout simplement d'harmonisation du statut collectif. Et quand on parle, par exemple, de l'APC Transdev, c'est très simple. J'avais 2 entités qui allaient fusionner avec des statuts contractuels différents. Et donc, tout l'objet de l'APC, c'était d'harmoniser le statut collectif et les stipulations contractuelles différentes des salariés. Donc voilà, vous avez un patchwork ici assez bien représentatif de tout ce qui peut être envisagé dans un accord de performance collective. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'APC. On avait 45 minutes ensemble, donc il nous reste quelques minutes si vous avez des questions dans le chat, sachant que vous aurez donc la possibilité, comme je vous le disais, d'accéder au replay du webinar, je crois dès cet après-midi, sur notre plateforme Webikeo. Et on vous a mis sur le dernier slide la liste des derniers webinars auxquels vous pourriez accéder. Alors Claire demande, est-ce que si le CSE recourt à un expert comptable, par qui sera-t-il payé? Alors on sera sur le recours à un expert comptable qui sera rémunéré à, si mes souvenirs sont exacts, 80% par l'employeur et 20% sur le budget de fonctionnement du CSE. Sachant encore une fois que si on regarde bien les textes, ce recours à l'expert comptable ne semble être prévu par les textes que si on est sur une négociation avec des délégués syndicaux. Donc si vous êtes sur un CSE de plus de 50, donc avec un budget de fonctionnement, mais qui n'a pas, pardonnez-moi,
dans une entreprise pour laquelle il n'y a pas de délégués syndicaux, donc vous avez engagé votre négociation avec, par exemple, les élus titulaires au CSE, le bénéfice de ce recours à l'expert comptable ne devrait pas s'appliquer. Alors, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Vous avez également la possibilité de télécharger le pack d'accompagnement si vous envisagez la mise en place d'un APC dans votre entreprise et que vous souhaiteriez un accompagnement du cabinet. Vous avez les propositions de services du cabinet avec les modes de tarification qui sont appliqués. Et puis, si jamais, à l'issue de ce webinaire, en y réfléchissant, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser à contact@voxius-avocat.com. Si je n'ai pas d'autres questions, eh bien je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Bonne journée et merci de votre attention.